Bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans le Club des experts en partenariat avec le barreau de Bordeaux. Donc, je m'appelle Romain Lac, je suis le responsable innovation et ESG du CIC Sud-Ouest. Et aujourd'hui, je serai avec maître Vincent Mauriac, associé fondateur du cabinet Mauriac Avocat, spécialiste de la propriété intellectuelle et président de l'IDEPI. Alors, cher maître, cher Vincent, je vous propose peut-être de nous commencer en nous donnant un petit mot sur l'IDEPI. Oui, bonjour Romain, merci de m'accueillir. L'IDEPI est l'Institut de droit économique et de la propriété intellectuelle du barreau de Bordeaux, qui est une émanation de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux, qui regroupe tous les avocats, tous les confrères qui interviennent en matière de droit économique, comme son nom l'indique, et de propriété intellectuelle, également de droit du numérique. Ok, merci Vincent pour cette précision. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler droit et en particulier les sujets essentiels autour des marques et des signes distinctifs. Et pour ça, je laisse la parole à Vincent. Et merci Vincent d'être là avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Le propos aujourd'hui va porter sur les signes distinctifs, les identifiants commerciaux en général, parmi lesquels on va pouvoir distinguer la marque, qui est un droit exclusif, d'autres signes distinctifs, et apprendre, lorsqu'on est entrepreneur et qu'on lance son entreprise notamment, à les protéger efficacement. Les signes distinctifs se définissent donc comme étant des moyens phonétiques ou visuels, souvent des mots, des images, qui, appliqués à la vie économique et sociale, servent à identifier des personnes, des entreprises, mais également des produits ou des services que ces entreprises peuvent fournir. Ça permet de les distinguer et ça permet aux consommateurs notamment de se repérer dans l'offre pléthorique d'objets qu'il peut y avoir sur le marché, d'objets ou de services. Les signes distinctifs, ils intéressent les entreprises et les entrepreneurs à tout moment de la vie de l'entreprise. Au moment de la création de l'entreprise, lorsque vous constituez une société, vous allez être amené à choisir votre dénomination sociale, à choisir votre enseigne, à choisir un nom de domaine qui va vous permettre d'exercer votre activité. C'est également, au long de la vie de l'entreprise, un moyen, lorsque vous les valorisez, d'exploiter ces droits, soit vous les exploitez directement, soit vous concédez des licences à des tiers. On connaît les contrats de franchise où un franchisé va va contracter avec un franchiseur le droit d'utiliser notamment une enseigne plus un savoir-faire. On a également des questions qui se posent sur les signes distinctifs au moment des cessions de fonds de commerce, des cessions de branches d'activité de société, des cessions de parts sociales de société, puisque la question va nécessairement être mise sur la table, à savoir est-ce que les marques font partie du package, est-ce qu'on cède les identifiants commerciaux avec l'activité en question. De manière, cette fois-ci, plus négative, les signes distinctifs, les identifiants commerciaux, on peut en parler dans le cadre de précontentieux ou de contentieux, dont on sera à l'initiative pour protéger ses droits, ou bien dont on sera responsable éventuellement et accusé de la part de tiers. L'objectif de cette présentation, je vais essayer d'être court, en tout cas pas trop long, c'est de comprendre les différences entre tous les identifiants commerciaux, pour que ça soit bien clair pour tout le monde, connaître les conditions de leur validité, notamment pour la marque, et surtout de leur protection, comment on va pouvoir se protéger vis-à-vis des tiers, et vous donner un petit focus à la fin sur les bons réflexes à adopter pour éviter les litiges. On va tout d'abord s'attarder sur la différenciation entre les différents signes distinctifs.
Je mets un petit plan très scolaire, mais ça permet d'avoir une visibilité sur l'ensemble des signes distinctifs. Donc on va passer en revue la marque, la dénomination sociale, le nom commercial, l'enseigne, le nom de domaine, et comprendre comment on se constitue des droits sur ces signes distinctifs. Tous ces signes distinctifs sont différents. Ils ont des fonctions différentes, mais ils entretiennent des liens étroits. Pourquoi ? Parce qu'un seul et même signe, souvent, est adopté à titre de dénomination sociale, est utilisé à titre de nom commercial, voire d'enseigne, et même à titre de marque. Regardez Zara. Zara, c'est une marque qui est apposée sur des vêtements, sur les étiquettes de vos vêtements, mais c'est également le nom de la société. Alors là, d'une des sociétés, là on prend l'exemple français, la société Zara France SAS, et c'est également un nom de domaine, puisque en se rendant sur le site zara.com, vous allez pouvoir acheter les produits Zara. Très bien. Donc un seul nom peut constituer l'ensemble de ces signes, mais ils ont des fonctions différentes. J'ai pris un exemple pour vous, pour récapituler, c'est un peu comme l'exemple de Zara, où on a une société qui s'appelle la SAS Andrieux, dénomination sociale, qui a pour nom commercial l'atelier du chocolat, qui a pour enseigne la même chose, l'atelier du chocolat. Et ce même nom, l'atelier du chocolat, vous allez voir qu'il sert à titre de nom de domaine. Donc vous pouvez le taper dans votre barre de recherche. Vous allez tomber sur le site qui redirige, enfin, vers le site L'atelier du chocolat. qui est lié au nom de domaine atelierduchocolat.fr. Et ce nom est également utilisé à titre de marque. Donc on va voir maintenant comment distinguer ces différents signes. On va commencer par la marque. La marque, comme je vous l'ai dit, c'est le seul droit. C'est un droit exclusif, à la différence des autres signes distinctifs. La marque, c'est un signe qui sert à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale, peu importe, de ceux d'autres personnes physiques ou morales. La condition, c'est qu'il doit pouvoir être représenté au registre national des marques, ce signe. Quel type de signe ? De quel type de signe on parle pour constituer des marques ? On parle de signes verbaux, type Zara, comme on l'a dit, APC, Snapchat. Ce sont des lettres bâtons, juste le mot qui veut dire quelque chose, qui ne veut pas dire quelque chose, peu importe, ça peut être un néologisme, on s'en fiche. En revanche, il sera protégé indépendamment de la forme sous laquelle il est exploité. On a également, donc, déposables à titre de marque, des signes dits figuratifs. Signes figuratifs, ce sont soit des signes verbaux avec une calligraphie particulière, soit qu'ils sont associés à un logo, comme vous le voyez sur Land Rover, soit même des logos purs, comme le crocodile de Lacoste, le swoosh de Nike. Là, il n'y a pas d'éléments verbaux, il y a uniquement un logo. On a d'autres types de signes qui sont déposables. Les icônes de vos applications, tout le monde les connaît, elles sont déposables en tant que signes figuratifs. Pourquoi ? Parce que, on prend l'exemple d'Instagram, lorsque vous voyez ce logo, vous savez qu'il identifie une application, l'application Instagram. Donc, il remplit la fonction de la marque qui permet d'identifier l'origine commerciale du produit ou du service. Pareil pour toutes les autres. Vous avez des marques qui sont dites tridimensionnelles. Tridimensionnelles, 3 dimensions. On a par exemple Land Rover qui a pu déposer à titre de marque un modèle de voiture. Okay. De la même manière, Veuve Clicquot, la forme de la bouteille, qui est appréhendée en 3 dimensions. On peut protéger un packaging en 3 dimensions, de la même manière. On a également certains qui se sont aventurés à déposer des photos. Des photos, là il s'agit d'un mannequin. Ce mannequin a voulu protéger son image à titre de marque. On a des questions de manière jurisprudentielle sur la validité de telle marque, mais on tente de se protéger à titre de marque parce que la marque est protégée pendant 10 ans, mais de manière indéfiniment renouvelable. Et donc,
ça peut constituer un actif immatériel valorisable et qui peut justement permettre, notamment aux mannequins et aux agences, d'être l'objet de contrats d'usage, d'utilisation, en plus du droit à l'image. On a des signes multimédia. Alors, vous verrez certainement, vous, un carré noir, mais en réalité, il s'agit du logo Netflix, oui, mais de l'animation Netflix, avec le fameux Todoum que vous entendez, le N qui apparaît à la vidéo. Donc le Todoum est protégé. Exactement, Ok. associé également au N qui apparaît. C'est une marque multimédia. Pourquoi multimédia? Parce qu'il associe à la fois l'image et le son. Cette marque est intéressante. Ce sont des marques relativement récentes à l'échelle du droit des marques. Pourquoi? Parce que tout simplement, jusqu'à maintenant, les plateformes de dépôt, que sont l'INPI par exemple en France ou le EIPO au niveau européen, ne permettaient pas de déposer des fichiers MP3 ou MP4. On devait fournir soit des PDF, soit des JPEG. On devait fournir des documents qui soient des documents, on va dire, simples. Depuis quelques années maintenant, mais c'est encore très récent, on peut donc déposer des fichiers qui vont permettre d'essayer de protéger à titre de marque un slogan sonore et ou, donc, comme je vous le disais, une séquence vidéo ou un logo animé. Ok. On a ensuite, parmi ces signes, ce qui les caractérise et ce qui caractérise les marques pour pouvoir être protégées, leur validité, c'est de permettre, comme je vous l'expliquais, de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service. Je vous ai donné l'exemple d'Instagram, mais c'est vrai pour toutes les marques. On parle de fonction de garantie d'identité d'origine. Pourquoi? Parce que grâce à la marque, on va avoir la garantie que tous les produits ou services qui sont identifiés par cette marque, qui sont désignés par cette marque, eh bien, ont une origine commerciale unique. Si vous allez dans un magasin de chaussures et que vous voyez Nike sur une chaussure, vous savez que vous achetez un produit de la marque Nike. Si vous voyez une Reebok, vous allez avoir la marque Reebok qui va vous permettre d'identifier l'entreprise Reebok. Donc, c'est une garantie d'identité d'origine. Mais attention, c'est l'origine commerciale qui est garantie. Ce n'est pas la qualité du produit. On est là, la marque va servir à vous donner un repère, mais ne va pas vous donner une garantie de qualité du produit. Donc, il ne faut pas faire de raccourci, c'est la garantie d'identité d'origine, mais pas la garantie de la qualité. La marque n'est pas là non plus pour garantir l'origine géographique des produits. Peu importe, on reprend l'exemple Nike, on reprend l'exemple Reebok, vous ne savez pas, avec cette marque, où sont fabriqués les produits. Ça, ces informations, elles relèvent des obligations liées à l'étiquetage. Où sont fabriqués les produits? À Taïwan? Est-ce qu'ils sont fabriqués en France? Est-ce qu'ils sont fabriqués en Allemagne? Peu importe. Alors, une fois qu'on a dit ça, sur la marque, on va passer aux autres signes distinctifs qui, eux, sont des droits qui ne sont pas des droits exclusifs comme la marque, mais qui sont des droits d'usage. La dénomination sociale est la première d'entre elles. C'est celle qui vous intéresse lorsque vous créez les statuts de votre société. On va vous demander de trouver un nom, un peu comme une personne physique s'appelle, un nom à votre société, à votre entreprise. Donc la dénomination sociale, elle est à la société commerciale, ce que le patronyme finalement est à la personne physique. Elle va identifier cette personne. Cette fonction, c'est donc d'identifier une société en tant que personne morale pendant toute la durée de son existence. Et à la fin de l'existence de la société, elle disparaît, cette dénomination sociale. Elle va commencer à prendre effet à compter de la date de l'immatriculation de la société. Et cette dénomination sociale, elle va avoir pour fonction et objet d'identifier la société, mais, un peu comme la marque, elle n'aura pas pour fonction, pour objet, de déterminer l'origine géographique de la société. Elle va juste permettre d'identifier une société, une personne morale. Le nom commercial, c'est un peu différent.
il n'y a pas de définition légale du nom commercial. Le nom commercial, c'est la dénomination sous laquelle, c'est une définition, on dit jurisprudentielle, sous laquelle est connu ou exploité un établissement commercial. Donc on va identifier grâce au nom commercial un fonds de commerce. Une société peut avoir plusieurs fonds de commerce différents. Tous peuvent être exploités sous des noms commerciaux différents. Le nom commercial, il va servir à la clientèle pour identifier l'entreprise. La dénomination sociale, c'est souvent pour l'administration. Là, c'est pour la clientèle. C'est pour la clientèle, mais c'est également pour les fournisseurs. Parce que le nom commercial va figurer sur le papier en tête, va figurer sur les factures, va figurer sur tous les papiers commerciaux, les papiers d'affaires de la société. L'enseigne, elle, c'est, pareil, il n'y a pas de définition légale, mais c'est une inscription, une forme, une image à poser sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce. L'enseigne, c'est le plus vieux des signes distinctifs. On remonte son origine à peu près au Moyen-Âge, mais au Moyen-Âge, l'enseigne, elle servait à identifier une activité. Vous aviez le maréchal Ferrand qui avait un fer à cheval, vous aviez le boucher qui avait un morceau de viande. Vous aviez, en fait, toutes les activités qui étaient représentées finalement par des images qui permettaient au public de savoir que si vous voulez faire un fer à cheval, eh bien, il devait aller chez le maréchal Ferrand à cet endroit. Okay. Maintenant, ce sont devenus donc des signes distinctifs, des éléments d'identification du local en question qui va permettre, lorsque vous êtes dans la rue, si vous voyez Zara, vous allez chez Zara, si vous voyez Montblanc, vous allez chez Montblanc, chez Carrefour de la même façon. Là, ça reprend un peu le propos. Vous voyez Hermès, l'enseigne Hermès sur votre écran. Ils ont repris l'enseigne, la sellerie. C'est ce qui figurait justement à cette époque au Moyen-Âge. On avait une image qui représentait, comme je vous le disais, l'activité en question. Et là, on voit bien qu'il y avait une calèche, un cheval, et qu'il y avait une sellerie, il y avait marqué sellerie. Il n'y avait pas forcément marqué de nom, parce que les gens ne savaient pas lire, tout simplement. Donc on avait une image qui vous permettait de vous repérer. On a toujours maintenant des monogrammes, Louis Vuitton, Apple, des monogrammes qui permettent d'être utilisés à titre d'enseigne. Comme je vous l'ai dit, l'enseigne, elle va identifier le local d'exploitation, elle va permettre de se repérer dans la rue. Elle identifie le local, mais à la différence du nom commercial ou de la dénomination sociale, ce n'est pas l'entreprise qu'elle va désigner, c'est vraiment le local commercial. Le nom de domaine, alors le nom de domaine, c'est finalement une enseigne dématérialisée. Okay. C'est une enseigne dématérialisée. Pourquoi ? Parce qu'elle va permettre d'identifier un site internet, indépendamment de l'entreprise qui l'exploite. Cette adresse donc électronique, elle va être composée du nom de domaine. Donc on donne l'exemple blablabla.com. Le nom de domaine, c'est blablabla. Et ensuite, le .com, ça s'appelle une extension. C'est l'extension .com, .net, .org, il y en a des dizaines et des dizaines, que vous allez choisir lorsque vous allez réserver votre nom de domaine. Sa fonction, donc je vous l'ai dit, c'est une enseigne dématérialisée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle va permettre à l'internaute, cette fois-ci, de distinguer les sites internet entre eux. Et si je tape « chaussures femmes » dans mon moteur de recherche, je vais avoir tout un tas de sites qui vont apparaître, et à moi de choisir le site qui me conviendra, celui que je vais vouloir aller consulter, grâce au nom de domaine. Parce que le nom de domaine va me permettre de me repérer dans les résultats naturels de cette recherche. Petit conseil, lorsque vous aurez à choisir et à réserver vos noms de domaine, n'hésitez pas à réserver simultanément, parce que ça ne coûte pas cher, plusieurs extensions, les principales, exactement. Le .fr, le .com, le .eu, en fonction de ses disponibilités et de votre activité également. Ça vous permettra, le cas échéant, d'éviter du cybersquatting. Ça vous permettra aussi d'éviter que d'autres s'accaparent le même nom de domaine que le vôtre sans pouvoir forcément vous y opposer. Très bien. Alors, ensuite, on va voir rapidement comment on va se constituer des droits sur ces signes distinctifs, parce qu'on les a passés en revue, ils ont tous une fonction différente, mais il y a des modalités de constitution de droits qui sont également différentes.
La dénomination sociale, elle va naître, je vous l'ai dit, de sa mention dans les statuts de la société. Elle va naître au moment où vous rédigez ces statuts, mais surtout au moment où vous l'immatriculez, votre société, parce que c'est à partir de l'immatriculation que la société va prendre vie. Donc c'est là où elle va être finalement inscrite au registre du commerce et des sociétés, et à partir de son inscription, on va pouvoir avoir des droits dessus. Droit de s'opposer à son usage, on verra dans quelles conditions. Pour l'enseigne et le nom commercial, eh bien, on va avoir une protection de ces droits à partir du premier usage qui en sera fait. Premier usage pour l'enseigne au moment où, par exemple, c'est apposé sur un local commercial. Le nom commercial à partir du moment où il commence à être utilisé. On n'a pas d'obligation de le mentionner dans les statuts, on n'a pas d'obligation de le faire inscrire au registre du commerce et des sociétés. Pour autant, moi je vous y incite fortement. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir rapporter la preuve de ce premier usage. Et cette preuve, elle peut être rapportée grâce à une inscription, grâce à une mention dans les statuts, grâce à l'immatriculation en RCS. De la même manière, pour le nom de domaine, la protection, elle ne s'acquiert pas au moment où on réserve le nom de domaine, contrairement à beaucoup d'idées reçues. La protection du nom de domaine, elle commence à partir du moment où vous en faites l'usage. Et comment vous en faites l'usage ? C'est en reliant un site internet, finalement. Parce que cet usage va déterminer la spécialité, va déterminer le domaine d'activité dans lequel vous allez utiliser ce nom de domaine. Parce que ce nom de domaine, il va être protégé en lien avec l'activité que vous exercez. Parce que si, avec des mots différents, par exemple, vous avez un même mot qui sert, blablabla.com, est relié vers un site, je sais pas, un site qui va vendre des chaussures. Et que vous avez un blablabla.fr qui est réservé. Si ce blablabla.fr est réservé seul, vous ne pourrez pas vous y opposer. En revanche, s'il est utilisé pour vendre des chaussures, vous allez pouvoir vous opposer. Si il est utilisé pour vendre des chariots élévateurs, vous ne pourrez rien faire. Principe de spécialité sur lequel on reviendra après. La marque, elle, c'est la seule qui nécessite, pour être protégée, d'être enregistrée. C'est l'enregistrement de la marque qui est constitutif de droit. Donc vous allez devoir enregistrer votre marque auprès de l'office compétent en fonction du territoire sur lequel vous souhaitez être protégé. En France, vous allez faire appel à la plateforme de l'INPI pour protéger votre marque et vous serez protégé en France. Si vous voulez être protégé en Union européenne, vous allez devoir déposer une marque de l'Union européenne ou déposer dans tous les pays de l'Union européenne. À l'international, vous allez devoir soit déposer dans les offices compétents, soit utiliser, il y a des procédures d'enregistrement international qui vous permettent de protéger dans certains pays votre marque. Au choix, vous n'êtes pas obligé et il n'existe pas de marque internationale qui couvrirait le monde entier, mais vous allez choisir les pays sur lesquels vous allez être protégé. Il y a une exception, la marque notoirement connue va pouvoir bénéficier d'une protection sans être enregistrée, mais il n'en existe plus à l'heure actuelle. Donc c'est une résurgence d'un droit assez ancien maintenant qui permettait de faire bénéficier d'une protection à titre de marque les marques qui n'avaient pas été déposées mais qui pour autant étaient largement exploitées. Maintenant, on va voir les grands principes, on va les passer en revue assez rapidement, mais ils sont intéressants parce qu'ils intéressent tous les signes distinctifs, notamment la disponibilité, la territorialité, la spécialité, la distinctivité et l'usage et la renommée. Pour certaines d'entre elles, ce sont des conditions de validité pour la marque, notamment la disponibilité et la distinctivité. Pour les autres signes distinctifs, ce ne sont pas des conditions de validité puisque, par définition, on n'a pas besoin de les enregistrer. Ce ne sont pas des droits privatifs. La disponibilité. Alors, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une condition de validité pour les identifiants commerciaux hors marque. D'accord. Donc, vous allez pouvoir adopter à titre de dénomination sociale, de nom commercial, d'enseigne, n'importe quelle dénomination. Je vous conseille pour autant d'effectuer des vérifications, voir si ça n'a pas été déjà adopté précédemment, pour éviter de vous prendre une réclamation, qu'un tiers se manifeste et vous force à changer.
Mais ce n'est pas une condition de validité, encore une fois. À la différence de la marque qui va être déposée et qui, elle, pour pouvoir être valablement enregistrée, doit être disponible. Attention, ce n'est pas l'INPI qui va effectuer cette vérification. C'est à vous, déposant, c'est à vous, lorsque vous souhaitez enregistrer votre marque, d'effectuer ou de faire effectuer par des professionnels une vérification sur ce qu'on appelle les antériorités. Qu'est-ce qui a déjà été déposé? Est-ce qu'il y a déjà une marque qui existe, qui est identique au nom que je souhaite adopter ou pas? Alors, hop, je suis allé un peu vite. Ça a sauté. Territorialité. Territorialité, c'est un principe selon lequel la marque est protégée là où elle est enregistrée. Si vous enregistrez votre marque en France, attention, en Espagne, quelqu'un peut déposer la même marque pour les mêmes produits et services et vous ne pourrez rien faire. C'est un principe selon lequel vous êtes protégé là où vous avez effectué les démarches nécessaires. Donc ça fait partie des stratégies de protection des marques en fonction de votre rayonnement, du rayonnement de votre activité. Si votre activité est franco-française, ça ne sert à rien d'aller ailleurs. En revanche, si vous avez des velléités de mener une activité un petit peu à l'international ou beaucoup à l'international, eh bien, il faudra déterminer les territoires sur lesquels votre marque mériterait d'être protégée. La protection de la dénomination sociale, elle va s'appliquer dans les lieux où la dénomination est utilisée de la même manière, mais sauf que là, on parle du territoire français. Pareil pour le nom commercial et l'enseigne, on accorde une protection de ces droits en fonction du rayonnement de votre activité. Si votre enseigne, elle a un rayonnement purement local, voire même dans un quartier d'une ville, eh bien vous n'allez pas pouvoir bénéficier d'une protection au-delà de cette zone de la chalandise. Okay. Vous ne pourrez pas, si vous avez une boutique à Bordeaux avec une clientèle bordelaise, vous ne pourrez pas vous opposer à l'adoption à Strasbourg d'une enseigne identique. Et pareil pour le nom commercial. Le nom de domaine, c'est un peu différent, parce que par définition, on a une accessibilité, une possibilité d'accéder au site Internet de partout dans le monde. Mais les critères qui vont être pris en compte, c'est donc l'accessibilité du site total en fonction de la langue du site, également de la zone, par exemple de livraison des produits et services, parce qu'il peut y avoir un site qui ne livre pas en France, qui livre que dans d'autres pays de l'Union européenne. À ce moment-là, il ne sera pas protégé en France. S'il n'est pas rédigé en langue française, il ne sera pas protégé en France. En revanche, s'il est en langue française, si je peux commander depuis la France des produits, eh bien, à ce moment-là, il sera protégé en France. Principe de spécialité, on a commencé à l'évoquer en disant que la marque peut être protégée pour des produits et services particuliers. C'est le principe de spécialité. Ça veut dire que les signes distinctifs, ils vont être protégés au regard de certains produits et services, mais pas de tout. C'est comme ça qu'on se retrouve avec un seul et même mot qui peut être utilisé à titre de marque par une voiture de luxe, par une marque de voiture de luxe, par un bar à cocktail, par une marque de papier toilette. Et toutes ces marques qui sont constituées du même terme, finalement, coexistent paisiblement. Pourquoi? Parce qu'elles interviennent dans des secteurs d'activité très différents. On a aussi une marque de biscuits qui s'appelle Lotus. Donc toutes ces marques sont identiques, mais en vertu du principe de spécialité, elles peuvent coexister paisiblement parce qu'il n'y a pas de risque pour le consommateur de les confondre. De confusion, oui, d'accord. C'est ça qui est important. La marque, elle est faite pour identifier des produits ou services. Ce qui va être la limite, c'est la confusion du consommateur. Là, il n'y a pas de confusion parce que les domaines d'activité sont suffisamment distincts. On a un autre exemple. Wrangler, c'est le nom d'un modèle de voiture. C'est également le nom d'une marque de jeans. Si Wrangler était utilisé pour une marque de pneus, là, ça pourrait être problématique parce qu'il pourrait y avoir une confusion avec la marque de jeans. D'accord. On a un autre grand principe qui est le principe de la distinctivité des signes distinctifs. La distinctivité, c'est une condition de validité pour la marque, mais ce n'est pas une condition de validité pour une enseigne, pour un nom de domaine, pour un nom commercial. On a vente privée, qui est devenu depuis VP, mais je l'ai gardé quand même comme exemple parce qu'à l'époque, il était utilisé tel quel. Vente privée,
pour des services en ligne de vente privée. Il n'y a pas plus descriptif finalement que ce terme-là. Pour autant, il était adopté à titre de dénomination sociale, de nom commercial et d'enseigne. Pareil pour sushi shop. On peut se poser la question, sushi shop pour un restaurant de sushi, de livraison de sushi, est-ce que c'est vraiment distinctif? Et ça veut dire que ça a été validé? Ça a pu être validé dans certaines conditions, notamment d'usage. D'accord. D'usage des dénominations. Parce que c'est pareil, comme je vous l'expliquais, l'idée c'est que ce n'est pas parce que ce n'est pas distinctif qu'on ne peut pas l'adopter, mais malheureusement, on ne pourra pas empêcher les autres d'utiliser les termes. Donc, si on veut avoir une protection minime, il va falloir qu'on prouve que du fait de l'usage très important qu'on en a fait de ces enseignes, on est devenu tellement connu que les autres ne pourront pas l'adopter. On pourra s'opposer à l'usage de ces termes. Là, on revient finalement sur ces principes, on va passer un peu vite. Le caractère original ou distinctif d'une dénomination sociale d'un nom commercial n'est pas donc une condition du succès de l'action en concurrence déloyale, mais il reste un critère éventuel d'appréciation de la faute et du risque de confusion. Plus on a une dénomination sociale distinctive, plus il sera facile de pouvoir s'opposer à l'usage par des tiers. C'était une affaire Rent-A-Car contre Sitter. Donc si on revient à Sushi Shop, effectivement c'est plus difficile de protéger le Sushi Shop, sauf si je suis devenu très connu, et donc à ce moment-là… Exactement, et c'était le cas pour Rent-A-Car. Rent-A-Car qui était utilisé par la société Sitter dans le cadre d'une opération promotionnelle et qui s'est battu en disant Rent-A-Car, ça veut dire louer une voiture, donc vous ne pouvez pas vous l'approprier. Et Rent-A-Car s'est battu justement pour prouver que du fait de l'usage intensif de son enseigne et de son nom commercial, eh bien, elle avait acquis auprès du public un certain degré de reconnaissance qui lui a permis de s'opposer. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est pour qu'on comprenne bien le principe, parce qu'il y a eu une cassation, c'est parti, ça a été validé en appel, ensuite ça a été cassé, mais le principe, il est là. Ok. Pareil, showroom privé, il y a eu une bataille, showroom privé contre vente privée. Donc, c'est exactement ça. C'est le principe de l'usage de la renommée, de la notoriété, dont je vous parlais exactement. C'est l'usage des identifiants commerciaux, quels qu'ils soient, la marque, mais également tous les autres, qui va permettre de renforcer leur distinctivité. Et maintenant, on va voir enfin la défense de ces identifiants. On va le voir brièvement par les deux types d'actions qui nous sont offertes. Parce que lorsque vous avez capitalisé, vous avez valorisé sur votre marque, sur votre nom de domaine, sur votre enseigne, on disait, l'enseigne, elle peut faire l'objet d'un contrat de franchise. Donc, ce sont des éléments qui sont valorisables et qui font partie des actifs immatériels de votre entreprise. Et ça, pour conserver cette valeur, il va falloir les défendre. Il ne va pas falloir laisser les tiers se les approprier. Et comment on va le faire? On va le faire grâce, en matière de marque, aux actions dites en contrefaçon. Si un tiers utilise une marque identique ou similaire à la vôtre pour des produits identiques ou similaires aux vôtres, vous pouvez utiliser l'action en contrefaçon, qui est un délit qui est pénal et qui engage la responsabilité également civile délictuelle de son auteur. Et les autres identifiants commerciaux, nom de domaine, nom commercial, enseigne, dénomination sociale, ils sont protégés par le droit commun qui est l'action en responsabilité civile délictuelle, l'action en concurrence déloyale. Okay. En pratique, il va falloir tout au long de la vie de votre entreprise surveiller les dépôts qui seraient effectués, des dépôts de marque qui pourraient potentiellement empiéter sur vos droits pour pouvoir agir contre eux le plus rapidement possible. Il y a des veilles concurrentielles aussi qui sont mises en place au sein des entreprises. Ce n'est pas forcément réservé aux grosses entreprises. Ça peut être aussi l'entrepreneur qui cherche de temps en temps, une fois par mois, ça suffit, qui regarde sur le web, en tapant dans les moteurs de recherche, son nom d'entreprise, voir s'il n'y a pas des noms de domaine qui ressemblent, qui pourraient lui piquer du trafic ou qui auraient déposé des marques qui, pour le coup, sont gênantes. Il y a des bases accessibles en ligne qui sont très facilement utilisables. Et enfin, j'en finirai par là,
les bonnes pratiques pour les chefs d'entreprise que vous êtes, quelle que soit encore une fois la dimension de votre entreprise. Lorsque vous lancez votre activité ou que vous lancez une branche d'activité, une nouvelle activité, vérifiez systématiquement la disponibilité avant tout lancement pour vous préserver d'éventuelles actions de la part de tiers. Enregistrez systématiquement dès le début votre marque à l'INPI, faites-vous accompagner pour ça. Réservez les noms de domaine associés, je vous ai dit plusieurs extensions. N'oubliez pas de déclarer le nom commercial et l'enseigne, même dans vos statuts et lors de l'immatriculation. Mettez en place une veille juridique et numérique. Protégez votre logo et ses contenus visuels. L'astuce, c'est réellement de faire appel à un avocat pour vous sécuriser dans l'ensemble de ces démarches. Voilà. Très bien. J'en ai fini, merci. Merci. Merci beaucoup Vincent pour cette présentation. Donc c'est le moment, merci, c'était très clair et j'avais les questions qui arrivent au fur et à mesure et elles étaient répondues, donc c'est très bien. Mais néanmoins, il y a peut-être des questions, vous avez peut-être des questions pour ceux qui ont regardé ce webinaire. En attendant, moi j'en ai une. Je vous ai écouté parler pendant cette demi-heure ensemble. Et finalement, la question que je me posais, c'est quoi un bon nom de marque? Est-ce que moi, je m'appelle Romalac, est-ce que ça vaut le coup que je dépose la marque Romalac si j'ai une activité? Utiliser mon nom propre, est-ce que c'est une bonne idée? Qu'est-ce qui peut être dangereux avec ça? Alors c'est une très bonne question et c'est une très bonne idée d'utiliser votre nom. La marque, pour pouvoir être protégée, donc on l'a dit, elle doit être distinctive, doit se différencier des autres pour permettre aux consommateurs de se repérer. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise marque. Finalement, il y a on va dire, des obligations juridiques et des contraintes juridiques à respecter, mais il y a aussi des impératifs en termes de marketing et de communication. On peut décider d'adopter à titre de marque, mais ça vaut aussi pour les autres signes distinctifs, un signe très descriptif. On l'a vu, vente privée, on peut le faire. On peut utiliser pour un restaurant, on peut utiliser l'enseigne Café du Commerce. C'est possible. C'est très descriptif. Ça va permettre, sur un plan marketing et de communication, d'être parfaitement identifiable par les tiers. Le seul problème, c'est que vous n'allez pas pouvoir le protéger. Donc ça, ce sont des marques qui sont dites faiblement distinctives, voire évocatrices, qui ont le mérite d'être très explicites pour le consommateur, mais qui ne peuvent pas facilement être protégées. D'accord. En revanche, à l'inverse, vous avez des marques qui, en termes de com et de marketing, sont très difficiles à vendre. Je pense que cet exemple, je l'aime bien, Häagen-Dazs. Il y a plein de lettres, ça ne veut rien dire. Ouais. Il y a des trémas, ça part dans tous les sens. Ça ne veut rien dire, en aucune langue. Pour autant, ils en ont fait une marque très connue, très identifiable, grâce à une politique, une stratégie marketing et de communication très efficace. Cette marque-là, en termes de com et de marketing, c'est très compliqué de la faire monter. En revanche, juridiquement, c'est très facile de la protéger parce qu'elle est très originale, très distinctive. Et fort de ces principes-là, le nom de famille avec son prénom peut constituer une marque qui est forte juridiquement, à condition que vous ne vous appeliez pas André Dupont ou que vous ayez un nom vraiment très largement usité. Mais ça peut constituer des marques fortes. Ok, très bien. Par contre, ça veut dire que si je vends ma société et je vends ma marque, je ne pourrai plus utiliser mon nom pour faire une autre activité. À vous de faire attention. D'accord. À vous de faire attention parce que effectivement, si cette marque a été notamment déposée au nom de la société, eh bien vous êtes, on va dire, la marque a basculé dans une valeur patrimoniale. On parle de patrimonialisation du nom patronymique. Elle devient un actif de la société. Et donc, la société, si vous n'avez pas pris soin, dans le cadre par exemple d'un pacte d'actionnaires, de dire qu'au moment où vous sortez de la société, vous récupérez votre nom, eh bien, vous pouvez vous voir déposséder de votre nom pour cette activité. Ça ne veut pas dire que vous perdrez votre nom et que vous devrez changer votre carte d'identité. Ça veut simplement dire que vous ne pourrez plus exercer d'activité identique à celle de votre entreprise sous ce nom-là. D'accord, c'est très clair. Bon, et peut-être une dernière question pour conclure. Je comprends que sur la défense de sa marque, il faut être assez offensif finalement. Il faut être vigilant. D'accord. Il faut être vigilant, il faut prendre des précautions pour, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas forcément réservé aux grosses entreprises.
avec des services juridiques ou qui font appel à des cabinets. Ça peut être aussi simplement une simple veille concurrentielle qui va être faite sur le web par n'importe quel entrepreneur. Et en cas de doute, là, en revanche, j'invite les entrepreneurs à s'adresser à un avocat qui intervient dans le domaine de la propriété intellectuelle pour le conseiller et pour lui donner la stratégie la plus adaptée à la situation. Très bien. Bah, écoutez, cher Vincent, merci beaucoup. Donc, on Merci aura à bien vous. compris qu'il faut bien s'entourer, et notamment à Bordeaux, il y a un cabinet qui s'appelle Mauriac et Associés, avocat, c'est ça? Mauriac Avocat. Donc voilà, donc merci beaucoup. On était ravis de passer ce moment avec vous. J'espère que ce contenu vous a intéressé et je vous dis à bientôt pour le prochain Café des Experts. Merci.